Et maman, j'ai apporté ce pain pour toi. Mange. Et meurs. Ce qu'il a fait à sa mère à la fin va te choquer. Abonne-toi et partage bonne lecture. Dans le village de Noubani, situé au bord de la rivière Banzi, la vie s'écoulait paisiblement au rythme de l'odeur de la terre fraîchement arrosée, de la fumée de bois brûlés et des épis de maïs grillés qui parfumaient l'air. Parmi les modestes maisons en terre, se tenait une humble demeure, peinte d'un blanc blanchi à la chaux, celle de Mama Solia, une veuve que tout le monde connaissait et respectait. Elle était profondément attachée à l'église et s'investissait beaucoup pour aider les autres. Mais par-dessus tout, elle adorait le pain. Les enfants du village aimaient taquiner gentiment, « Va acheter du pain à la Mama Solia ». Mais elle ne s'en offusquait jamais. Pour elle, le pain représentait un réconfort inestimable depuis le jour où la vie lui avait tout pris. Son époux avait perdu la vie lorsque Kiran, son unique fils, n'avait que 7 ans. Elle l'avait élevé seule, cultivant un petit jardin derrière sa maison, travaillant dans les champs de manioc et d'igname des autres villageois, et lavant leur linge pour quelques pièces. Un matin brumeux de poussière, une Jeep aux vitres teintées pénétra dans Noubani. La rumeur se répandit rapidement dans tout le village. Le véhicule s'arrête sous le grand fromager au centre de la place. En descendant un homme de grande stature, vêtu d'un somptueux costume en tissu brillant, le propriétaire d'un des plus grands magasins de vêtements pour femmes du marché de Tanga à Accra. Alors que Kiran réparait la charnière de la porte de la maison, Mama Kezia courut vers lui, essoufflée. « Mon fils, Harim, il cherche un jeune homme pour l'emmener à Accra afin de travailler dans son magasin. » Kiran tira son vieux clou de la porte. Son cœur battait à tout rompre. Il avait prié pour avoir une telle opportunité. Ils se précipitèrent ensemble vers l'homme. « Harim, quel âge as-tu » ? 17 ans. « Es-tu prêt à travailler vraiment » ? Oui, monsieur. L'homme hocha la tête. « Si tu viens avec moi à Accra, tu serviras pendant 7 ans. Ensuite, je t'installerai pour que vous puissiez ouvrir votre propre boutique. » Cette promesse semblait une éternité, mais Kiran acceptait sans hésitation. Tout valait mieux que de voir sa mère continuer à souffrir. Le soleil était déjà couché lorsque, dans la petite cour, le feu crépitait doucement. Mama Solia appelle son fils d'une voix basse, presque tremblante. « Kiran, viens ici dans la cuisine, mon cher. » Il entre. La lampe à huile diffusait une lumière jaunâtre et chaleureuse sur le visage de sa mère. Ses yeux, rouges de larmes contenues, souriaient néanmoins pour ne pas l'inquiéter davantage. « Agenouille-toi, mon trésor. » Kiran s'agenouilla sur le sol en terre battue. Mama Solia posa ses mains rugueuses, marquées par des années de dur labeur, sur la tête de son fils. Elle inspire profondément, comme si elle voulait y placer tout son amour à travers ses mots. « Écoute-moi attentivement, mon enfant. Demain, tu vas partir pour une grande ville, Accra. Là-bas, tu découvres des merveilles, de grands immeubles, des voitures flamboyantes, et des gens riches en abondance. Mais tu feras aussi face à d'autres dangers, des pièges qui peuvent briser le cœur, comme l'argent facile, la jalousie, la cruauté. N'oublie jamais qui tu es. Tu es Kiran, le fils de ta mère et de ton père. Tu portes notre nom et notre fierté. Ne vole jamais, même si tu vois d'autres le faire. Ne désire pas ce qui appartient à ton patron. Contente-toi de ce que tu reçois, même si c'est peu. Respecte-le et obéis-lui. Travaille dur, comme je t'ai appris. Si tu fais tout cela, mon fils, Dieu te verra et te bénira. Il ne dort jamais. Et souviens-toi de moi. Je n'ai peut-être pas de richesse, pas de maison spacieuse, ni de voiture, mais j'ai des prières, et chaque soir, je prierai pour toi. Je prierai pour que tu restes sincère et pur. Ne me fais pas honte à Accra. Je préférerais mourir plutôt que d'apprendre un jour qu'on parle mal de mon fils. » Un silence pesant s'installe. Kiran, ému, prit les mains calleuses de sa mère, les serra doucement et répondit avec des larmes dans la voix. « Maman, je te promets, je ne te décerai jamais. » Le lendemain matin, tout le village s'était rassemblé autour de la Jeep. On pria, on chanta un cantique, et l'on tapota dans le dos du jeune homme. Kiran monta dans la Jeep avec son simple sac en plastique contenant 2 chemises, un pantalon et la Bible que Mama Solia avait glissée dans ses mains en disant « C'est ton arme, mon fils. » La Jeep démarra, soulevant un nuage de poussière rouge. Mama Solia restait là au milieu de la cour, agitant son pagne avec force. Les larmes coulaient le long de ses joues sans relâcher. Elle ne bougea pas, fixant l'horizon alors que la Jeep s'éloignait, emportant avec elle son unique enfant, son seul trésor, son espoir. Dans son cœur de mère, elle murmurait sans cesse « Que Dieu te garde, mon fils. Que Dieu te protège. » Quand enfin la Jeep franchit les portes d'Accra, Kiran ressent un choc saisissant, comme une gifle. La chaleur pesante, l'atmosphère humide, presque palpable. Le bruit ne s'arrêtait jamais. Klaxons, cris, musique forte provenant des boutiques, moteurs toussants, tout se mélangeait dans une cacophonie. Puis il y avait le marché de Tanga, un océan de couleurs, de voix et de vie.
Des femmes en pagnes éclatants criaient, et, viens voir le wax, viens admirer le vrai Hollandais. L'air embaumait le beignet frit, le poisson fumé, l'huile de palme, et la sueur de plusieurs jours. Les cartons empilés couvriraient l'horizon. Les taxis klaxonnaient en passant dans des ruelles si étroites qu'on aurait pu croire qu'ils allaient tout écraser. L'entrepôt d'Harim était un véritable géant au cœur de ce Capharnaüm. Des portes métalliques immenses, des piles de vêtements hautes jusqu'au plafond. Dès son premier jour, Kiran n'eut pas une minute de repos. Du matin à la nuit, il balayait des 5 heures, rangeait les nouveaux arrivants, portait des cartons de 30 kilos sur la tête, notait chaque vente dans un grand registre, et courait derrière son patron à tout moment. Le soir, il dormait dans une toute petite chambre à l'arrière de l'entrepôt. Sur la natte, un vieux ventilateur tournait paresseusement, produisant plus de bruit que d'air frais. Les premières années furent extrêmement éprouvantes. Les mains couvertes d'ampoules, le dos en feu, les pieds enflés le soir venu. Parfois, il s'endormait debout, sa tête reposant contre un carton. Pourtant, Kiran apprenait vite, très vite. Au bout de 5 ans, plus personne ne l'appelait le petit nouveau. Les clientes s'exclamaient dès qu'elle entrait, « Où est Kiran ? Où est le garçon aux mains agiles ?» Il connaissait chaque tissu simplement en le touchant, savait le prix de chaque robe les yeux fermés, devinait la taille d'un client rien qu'à la regarder. Mais chaque jour, il voyait aussi les richesses passer entre les mains d'Harim. Des milliers et des milliers de CD en vêtements s'écoulaient, tandis que lui ne recevait qu'un petit salaire et la promesse d'un avenir meilleur. Une nuit, il fait un rêve. Il se voyait dans un entrepôt 3 fois plus grand, avec son nom écrit en lettres dorées, pendant que des clients faisaient la queue jusqu'à la rue. Il se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il regardait le plafond sombre et murmura dans la nuit, « Cette vie-là ne peut plus durer. Je suis fatigué d'attendre. Il faut que ça change maintenant. » Dans l'obscurité, une lueur sombre commença à se réveiller en lui. Un soir, après la fermeture, Kiran a pris son courage à 2 mains. Il s'approche d'Harim, occupé à compter l'argent de la journée. « Monsieur, cela fait 5 ans que je travaille ici, sans jamais me plaindre. Je connais cet entrepôt par cœur. S'il vous plaît, installez-moi maintenant. Je suis prêt. » Harim lève les yeux et fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu si pressé ? Kiran, tu as encore 17 ans. Termine les 7 ans d'abord. Point final. » Kiran, déçu, tourna les talons, mais dans sa poitrine, quelque chose venait de se briser. En marchant dans la rue sombre, il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans la chaise. Il ne veut pas que je réussisse. Il veut me garder comme serviteur toute ma vie. Si je ne me sers pas moi-même, personne ne le fera. Quelques semaines plus tard, Harim partit superviser la construction de sa nouvelle maison dans son village. Avant de monter dans la Jeep, il appelle Kiran une dernière fois. « Je compte sur toi. Prends soin de l'entrepôt. N'ouvre aucun carton sans raison. Notez tout. Tu m'as compris ?» Kiran hocha la tête respectueusement. « Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas. » À peine la poussière de la Jeep était retombée que Kiran passait à l'action. Il sortit son téléphone et appelle discrètement des revendeurs qu'il connaît depuis longtemps. En seulement 2 jours, il écoula la moitié de l'entrepôt, 150 000 CD en vêtements, en wax, en robes de fête, tout parti. Lorsqu'il eut empoché l'argent, il fit son petit sac, ferma le grand registre et disparut dans la chaleur de la nuit d'Accra comme une ombre. Quand Harim revint, il tourna la clé, poussa la porte et resta figé, horrifié. Les rayons presque vides le regardaient, tel un cauchemar. Il hurla et se précipita dans le bureau pour vérifier le compte bancaire, 0 CD. Le numéro de Kiran était hors service. Pendant 3 semaines, le patron chercha partout. Outé, Nima, Circle, Ria. Kiran s'était volatilisé. Un matin, la Jeep reprenait la route, mais cette fois vers Nubani. Harim s'apprêtait à annoncer à Mama Solia que son fils unique était devenu un voleur. La trahison venait de commencer. Ce matin-là, le soleil martelait le ciel. Mama Solia était derrière sa maison, en train de biner son petit champ de manioc. Elle fredonnait doucement un cantique quand elle entendait le bruit du moteur. Elle leva les yeux et aperçut la même Jeep noire, celle qui avait emmené son fils il y a 5 ans. Son cœur fit un lien. Elle lâcha son outil et se précipita vers la cour. « Monsieur, mon fils, est-ce qu'il va bien ?» Harim descendit lentement de la voiture, portant ses lunettes de soleil. Il soupira fortement et évite son regard. « Mama Solia, ton Kiran m'a volé. 150 000 CD de marchandises. Il a tout vendu et s'est enfui. » L'outil tomba au sol avec un bruit sec. Mama Solia resta figée, puis ses jambes cédèrent. Elle s'écroula à genoux dans la poussière rouge, les mains sur sa poitrine. « Non, non, monsieur, je vous en prie, pardonnez-lui. Je vais le fournisseur. Je rembourserai tout, même si je dois vendre la maison, même si je dois travailler jusqu'à ma mort. » Harim leva lentement la main pour la faire taire. Sa voix était calme mais pesante. « Écoute,
Maman, s'il voulait tant cet argent qu'il le garde. Je considère cela comme son installation. Je ne souhaite plus jamais entendre parler de lui. Il monte dans la Jeep sans un regard en arrière. Le moteur ronronna, soulevant un nuage de poussière, avant de disparaître dans le lointain. Mama Solia restait là, assise par terre, seule. Elle tremblait de tout son corps. Elle regardait le ciel, sa voix brisée. « Kiran, mon unique enfant, que t'est-il arrivé? Où es-tu » Pendant ce temps, à Accra, Kiran menait une toute autre existence. Il avait loué un petit appartement à OSU, avec télévision à écran plat et canapé en simili-cuir. Il avait ouvert une petite boutique au marché de Kanchi, mais au lieu de s'investir, il dépensait tout. Avec l'argent volé, il avait acheté des meubles modernistes, des chaussures italiennes, des chemises de designer. Chaque semaine apporte une nouvelle coiffure, de nouvelles lunettes de soleil. Le soir, il s'affichait dans les clubs d'Oxford Street, du champagne à flot, des tables VIP, musique à fond, entouré de belles femmes. Il sortait 4 à 5 fois par semaine. Pourtant, sa boutique restait vide, une cliente par-ci, jamais de grosses commandes. L'argent disparaissait lentement, comme du beurre au soleil, et dans son cœur, Kiran commençait à ressentir un grand vide. L'argent volé ne lui apportait aucune joie. Une nuit, dans une boîte d'Oxford Street, la musique résonnait si fort qu'on pouvait sentir les battements dans la poitrine. Les lumières rouges et bleues dansaient, le champagne coulait, l'air était empli de parfums précieux et de sueur. Kiran, déjà un peu éméché, repéra un grand homme, surnommé le Grand Mola. Il portait une chemise ouverte et des chaînes en or qui brillaient sous les lumières, tandis que les filles tournaient autour de lui comme des papillons. Kiran s'approche, son cœur battant fort. « Frère Mola, montre-moi comment tu fais ton argent. Je suis prêt à tout. » Le Mola s'arrête de rire. Son regard est froid pour Kiran à jour. « Tout? Es-tu vraiment sûr? Il y a des chemins que tu pourrais prendre. Une fois que tu as choisi, tu ne peux plus faire un demi-tour. » Jamaï. Kiran avala sa salive mais riposte, « Je m'en fous. J'ai besoin de beaucoup d'argent, et tout de suite. » Le samedi suivant, à l'aube, ils prennent une voiture et roulent vers Aburi. La route serpentait au travers d'une forêt épaisse, où les arbres étaient si hauts qu'ils masquaient le ciel. Au bout d'un petit chemin, se tenait un sanctuaire obscur. L'air était lourd et moite, porteur d'une odeur indescriptible. Baba Juma était assis sur un trône en bois. Son corps était couvert de marques blanches. Ses yeux brillaient tels des braises. Il fixe Kiran longuement. « Que désires-tu, petit ? » « Je veux de la richesse. Je veux conduire une voiture de luxe. Je veux que l'argent pleuve. Je veux vivre ma vie pleinement. Qui aimes-tu le plus au monde ?» Kiran répondit impulsivement, « Ma mère est son plat préféré ? La douleur ? Elle en est amie. » Baba Juma esquissa un sourire sinistre, affreux. « Très bien. Achetez un pain frais. Enveloppe-le dans ce tissu rouge cette nuit. Demain, tu l'apportes à ta mère. Assure-toi qu'elle mange avant 18 heures. Sinon, c'est toi qui périras. Comprends ? » Il tendit un vieux tissu rouge qui sentait la mort. Cette nuit-là, Kiran achète le pain, l'enveloppe avec soin. Il le place sous son allumé, presque sans dormir, il tremblait d'excitation. Dans sa tête, une douce voix répétait, « Elle est vieille, elle a déjà vécu. C'est ma tournée maintenant. Juste un petit sacrifice, et je serai riche pour l'éternité. » Le mal commença à envahir son cœur, et il s'y laissa prendre avec un sourire. Dès l'aube, alors que le ciel était encore rose, Kiran monte dans la voiture direction Nubani. Dans son sac, le pain maudit, des vêtements, des fruits, des boissons pour faire croire à une visite aimante. À la même heure, Mama Solia sortait de la messe de 6 heures, marchant lentement sur le sentier de terre, son chapelet encore à la main. En passant près de la décharge, elle aperçut une femme folle, assise parmi les ordures, dévorant un pain moisi. Soudain, cette femme leva les yeux et fixe Mama Solia avec un regard terrifiant. Elle s'écria d'une voix rauque, « Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Ton fils revient aujourd'hui avec du pain pour toi. Tu vas le manger, et le même jour, rejoins tes ancêtres. Va-t'en. » Un frisson glaciaire traverse le corps de Mama Solia. Elle accéléra le pas, le cœur battant la chamade, jusqu'à ce qu'elle arrive devant sa maison où Kiran l'attendait déjà, assis sur un petit banc avec un grand sourire. « Maman !» s'exclama Kiran en se levant et en courant vers elle pour l'embrasser. Elle le serra très fort dans ses bras, mais une étrange sensation d'inquiétude l'envahit. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Il lui tendit les cadeaux qu'il avait apportés, en particulier le pain. « Mange, maman, c'est pour toi. » Elle le bénit doucement mais refuse de toucher au pain, sentant une ombre de méfiance. « Mon chéri, je jeûne aujourd'hui jusqu'à 18 heures, le pasteur l'a demandé pendant la messe, » a répondu-elle calmement. Kiran insiste. « Maman, juste un petit morceau, tu n'as pas faim ?» Elle lui sourit, mais son regard trahissait une profonde inquiétude.
Les heures passèrent alors que Kiran devenait de plus en plus nerveux. À 17h58, quand il s'agenouilla devant elle, les pleurs aux yeux, il implore, « Maman, je t'en supplie, mange le pain, je t'en prie. » Mama Solia le regardait alors droit dans les yeux, comprenant alors toute la vérité. « Kiran, qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Juste à ce moment-là, l'horloge du salon sonna. À cet instant précis, Kiran, désespéré et enragé, hurla, « Maman, tu me tues. Pourquoi n'as-tu pas mangé? Je voulais juste l'argent. » Il arracha le pain de ses mains, le déchira avec ses dents et commença à le dévorer comme s'il était possédé. Ses yeux devinrent rouges et son corps commencèrent à trembler violemment. Il tomba au sol, se mit à vomir, vomissant des liasses de billets, tous imbibés de son propre sang, qui sortait de sa bouche. Les voisins accoururent alors que Mama Solia, à genoux près de son fils, pleurait en silence. « Mon enfant, pourquoi as-tu choisi ce chemin ?» Quelques minutes plus tard, Kiran ne respirait plus. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et tous s'associèrent à son tonnerre de chagrin. Ce soir-là, on creusa une tombe derrière la maison. Mama Solia, l'esprit vidé de toute énergie, ordonna d'une voix ferme, « Commencez tout l'argent qu'il a vomi dans la tombe avec lui. Cet argent est souillé, qu'il parte avec lui. » Personne ne plèvre, pas un chant, pas une plainte, juste un silence accablant enveloppa le village entier. Lorsque la dernière pelletée de terre recouvrit le cercueil, Mama Solia resta longtemps debout devant la tombe, perdue dans ses pensées. Enfin, elle tourne les talons, rentra chez elle et ferma doucement la porte. Dans la vie, mes frères et sœurs ont toujours préféré la patience au raccourci, l'honnêteté à la cupidité, et la gratitude à l'envie. La route peut être longue, mais les âmes pures finissent toujours par atteindre leur destination. Que Dieu nous garde. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi, partage car ça peut sauver un proche. Laisse ton pays en commentaire pour nous encourager. À très bientôt.